Quelque part au Japon, au début des années 70, deux artistes, l'un dessinateur, l'autre scénariste, commencent à travailler pour un magazine hebdomadaire, le Weekly Playboy. Écumant les bars nuit après nuit, officiellement à la recherche de l'inspiration, officieusement se délectant d'alcool aux frais de leur éditeur, ils semblent faire face au syndrome de la page blanche. Lors d'une énième soirée bien arrosée, le dessinateur raconte au scénariste un rêve qu'il avait fait. Il s'agissait d'une relation des plus adultes entre Blanche-Neige et les 7 nains. Sans le savoir, il venait de planter la graine de l'inspiration dans l'esprit de son collègue. Quelques jours plus tard, il allait recevoir le début d'un scénario qui allait donner lieu à une œuvre tellement marquante que des décennies plus tard, elle irait jusqu'à inspirer Hollywood. Lady Snowblood est une œuvre qui date de 1972, scénarisée par Kazuo Koike et dessinée par Kazuo Kamimura. En France, le titre est édité chez Kana, la dernière édition datant de 2018 et se présentant sous la forme d'un énorme volume qui avoisine les 1400 pages. Un petit avertissement s'impose donc. Si vous choisissez cette version monolithique, sachez que le confort de lecture est loin d'être optimal, même s'il faut avouer que le volume aura une sacrée classe dans votre bibliothèque. N'espérez donc pas pouvoir vous balader où bon vous semble pour lire cette édition, et les nomades préféreront sûrement l'édition en 3 volumes qui date de 2007. À sa sortie, le titre a vite remporté une grande popularité et fut notamment adapté au cinéma dès 1973. Et en parlant de cinéma, il est de notoriété publique que Tarantino s'est largement inspiré de cette histoire pour sa série de films Kill Bill. En effet, ceux qui auront vu à la fois ces films et lu Lady Snowblood ne pourront pas s'empêcher de voir où et comment le réalisateur américain est allé chercher ses idées. Cela aussi bien pour la structure narrative que pour la thématique de la vengeance jusqu'au boutiste. Par exemple, la scène de combat final contre Oren, tout comme le personnage en lui-même, sont des indices criants. Au scénario, on retrouve donc Kazuo Koike qui rencontra le succès avec l'avènement du Gekiga et dont l'une des marques de fabrique était un penchant pour la représentation de la sexualité et de la violence, le tout porté par des dessins réalistes. Son œuvre la plus connue est certainement Lone Wolf and Cub, dessinée par Gozeki Kojima, qui est malheureusement aujourd'hui quasiment introuvable en français. On croise les doigts pour une réédition. Un autre succès du scénariste reste Crying Freeman, lui dessiné par Ryoichi Ikegami. Crying Freeman est un titre que beaucoup connaissent en France, au moins de nom, puisqu'il a été adapté au cinéma par un Français, Christophe Gans, en 1995. Kazuo Kamimura, pour sa part, est bien connu chez nous, puisque nombre de ses œuvres ont été traduites, telles que Le Club des Divorcés, L'Apprenti Geisha ou encore Fleur de l'Ombre, pour n'en citer que quelques-uns. Parmi les œuvres qui l'ont amené sur le devant de la scène, on pourra citer Lorsque nous vivions ensemble, titre de 1972, qui fut très controversé à l'époque. En effet, il montrait pour la première fois un couple qui n'était pas marié, mais qui vivait sous le même toit, ce qui était tabou et contraire aux bonnes mœurs de l'époque. À partir de là, il dessinera d'autres titres toujours destinés à un public adulte, devenant ainsi l'un des représentants du Gekiga. Japon, fin du 19e siècle. Une femme est en prison pour meurtre. Des années plus tôt, son mari et son fils ont été tués sous ses yeux et les assassins l'ont ensuite violée pendant 2 jours et 2 nuits. Elle réussira malgré tout à tuer l'un de ses agresseurs, mais sera alors emprisonnée pour ce crime avant de pouvoir se venger de ses autres tortionnaires. Du fond de sa cellule, elle n'oublie ni ne pardonne. Elle brûle d'un désir de représailles, mais son emprisonnement à perpétuité l'empêche de pouvoir passer à l'acte. Elle va alors se résoudre au seul moyen qui lui reste pour assouvir sa vengeance,
aussi incroyable que cela puisse paraître. Elle va s'offrir à tous les hommes qu'elle croise dans cette prison des gardiens à l'aumônier. Son but, tomber enceinte et faire de son enfant le messager de sa vengeance à sa place. Elle va alors donner naissance à une fille, Yuki, mais mourra des suites de l'accouchement. Cette petite fille, alors héritière d'une vendetta maternelle, va grandir, être entraînée et va devenir Lady Snowblood, l'incarnation d'un châtiment d'outre-tombe. Aujourd'hui adulte et devenue tueuse à gages, elle arpente les villes et les campagnes à la recherche d'indices pour retrouver ces gens qui ont détruit sa vie avant même qu'elle soit née. Vendant ses services, de contrat en contrat, elle se rapproche inlassablement des coupables afin de venger la mémoire de sa famille. Clan de Yakuza, politiciens véreux, maison close sordide ou encore photographe pervers, notre héroïne ira par monts et par vaux et rencontrera toute une galerie de personnages variés au cours de son périple. Pour autant, rien ni personne ne semble capable de l'arrêter dans sa quête de rétribution. Finira-t-elle par retrouver ces êtres monstrueux malgré toutes les années qui se sont écoulées? Si elle y arrive, pourra-t-elle trouver la paix et le bonheur en dépit du destin tragique dont elle est marquée? Sera-t-elle capable de ressentir autre chose qu'une haine brûlante? Sera-t-elle à la hauteur de la tâche sanglante et dangereuse héritée de sa mère? Une rédemption l'attend-elle au bout du chemin, si tant est qu'elle puisse l'atteindre? Autant de questions qui font avancer l'intrigue de ce drame historique des plus prenants. Lady Snowblood est une œuvre marquante, hypnotique et magnétique à plus d'un titre. D'un point de vue scénaristique et narratif, Koike a eu la bonne idée d'avoir en toile de fond un contexte historique riche, puisque celui-ci met en scène une société japonaise en pleine mutation. En effet, l'intrigue se déroule durant l'ère Meiji, période durant laquelle le pays a commencé sa modernisation et son occidentalisation, voulant alors s'établir comme une puissance mondiale. Entre réformes juridiques, politiques, sociales et une militarisation graduelle, le Japon était alors loin d'être un endroit calme et serein, avec les simples civils payant souvent un lourd tribut. Et cette ébullition sociétale est illustrée à maintes reprises au fil de l'œuvre. Par exemple, on verra à quel point une partie de l'armée s'opposait à l'influence européenne qui se faisait alors jour, notamment au travers de la pratique de certains sports, comme la gymnastique suédoise. Cela était vu comme une trahison envers l'enseignement ancestral des arts martiaux, et une perversion de la jeunesse nippone. Le scénariste associe alors une intrigue sombre, oppressante et funeste à un contexte historique tumultueux, incertain et chargé. Et qui dit contexte historique spécifique, dit richesse culturelle. Effectivement, tout au long de la lecture, on rencontrera des incarnations de nombreux personnages ayant réellement existé. On sera les témoins d'événements avérés et on visitera, bien évidemment, nombre de lieux tout autant vrais. De fréquentes annotations viendront nous renseigner et nous instruire sur les divers endroits, quidam ou événements, ce qui ravira tous les aficionados d'histoire avec un grand H. Mais revenons à l'intrigue en elle-même, à la manière dont elle se déroule, car là aussi, le scénariste n'a pas chômé. De fait, on s'aperçoit au fil des chapitres de l'intelligence de l'écriture. De manière assez audacieuse, à plusieurs reprises, les événements sont racontés dans le désordre. Et d'ailleurs, le livre ne commence pas par le véritable début de l'intrigue. La chronologie est chamboulée. Dans les premiers chapitres, on débutera par suivre notre héroïne alors qu'elle est déjà adulte et aguerrie, et ce n'est que progressivement, grâce à de multiples analepses, qu'on nous montrera d'où elle vient, qui elle est vraiment, et comment elle a acquis son savoir-faire létal. Il y a donc tout au long de l'œuvre une attention du détail qui nous fait sentir que Koike fait tout pour répondre aux éventuelles questions du lecteur. À une époque où certains ne se soucient plus du tout de notions telles que la logique scénaristique, la cohérence, la qualité d'écriture et le respect de l'intelligence du lecteur, cela fait vraiment du bien de voir un personnage principal écrit avec soin. Un personnage dont on nous montre le parcours et les épreuves qu'il a traversées afin de justifier son état et ses capacités présentes. Pour le dire plus clairement, ici Lady Snowblood n'est pas un personnage féminin fort dès le départ pour remplir des cases ou faire plaisir à la twittosphère. Elle est une femme forte parce qu'elle a vécu des épreuves terribles, et c'est donc son parcours que l'on nous montre qui va subséquemment nous rallier à sa cause. Si seulement ce schéma narratif était toujours d'actualité, les fictions d'aujourd'hui et leurs protagonistes y gagneraient peut-être en qualité.
Personnage central au passé et aux motivations très travaillées donc, mais pas seulement. En effet, un autre aspect fascinant et envoûtant de Yuki, c'est le fait qu'elle soit l'incarnation littérale de l'héroïne tragique. D'un point de vue étymologique, héros désigne une personne exceptionnelle qui est au-dessus de l'humanité ordinaire, et c'est clairement le cas ici, puisque ses aptitudes au combat, entre autres, frôle le surhumain. Mais là où justement ses capacités hors normes pourraient la rendre insipide, car elle apparaîtrait trop forte, Kingdom, si tu nous regardes, Yuki, elle, a la chance, paradoxalement, d'être une héroïne tragique. Aristote définit un héros tragique comme étant un personnage qui doit évoquer un sentiment de compassion et de peur chez le public. Il doit être une victime de malchance, il n'est pas responsable de son malheur et de son destin funeste. S'il fallait présenter un cas d'école, Lady Snowblood serait alors la candidate idéale. Elle ne choisit pas son destin, car avant même de naître, sa mère décide de la concevoir avec pour unique but la vengeance, tout en sachant que cela va détruire la vie de sa fille, qui est alors encore dans son ventre. À partir de là, on ne peut qu'être que du côté de Yuki, malgré les hectolitres de sang qu'elle va faire pleuvoir chez ses ennemis. Elle inspire bien la compassion, puisqu'on n'ose pas imaginer la vie infernale qu'elle doit subir, toujours seule, vivant dans le secret et dans l'ombre. Mais elle inspire également la peur, car aucun d'entre nous ne voudrait se retrouver en face d'elle, à l'image des nombreux kidam tremblant d'effroi à la simple évocation de son nom. Bref, Koike réussit à éviter l'écueil d'un personnage trop fort, dont on ne comprendrait ni les motivations, ni l'origine, ni l'état d'esprit, et auquel il serait donc très difficile de s'attacher. Mais laissons maintenant le dessin prendre le relais pour parler de l'aspect visuel du titre et de la mise en scène. De fait, le scénario prend vie sous les pinceaux, aujourd'hui très reconnaissable et identifiable de Kazuo Kamimura. Comme à son habitude, il nous offre des planches et des mises en image qui ont une patte unique et un style qui n'a pas son pareil. L'ensemble a un caractère qui fait beaucoup penser au cinéma, plus qu'à la bande dessinée. L'artiste utilise beaucoup de techniques qui évoquent par exemple les storyboards, chers au grand écran, et les scènes d'action reposent souvent sur un découpage très séquentiel, très erratique. Plutôt que de mettre en scène la fluidité des mouvements et quelque chose de très continu et lié, il va plutôt afficher une idée d'arrêt sur image et de ralenti. Par exemple, lorsque l'on voit notre héroïne pourfendre un ennemi, très souvent dans la case suivante, le temps semble figé, faisant alors penser à une fresque qui nous permet d'admirer, pendant un court instant, à la fois la violence, mais aussi, paradoxalement, la poésie visuelle qui semble en émaner. Et une fois le spectacle contemplé, le temps reprend son cours dans la case suivante. On peut donc parler ici d'une véritable esthétique des combats qui apparaissent très gracieux, malgré le sang qui y abonde. Cette importance du rythme et de la gestion du temps qui passe ne se limite pas aux affrontements, puisque la mise en scène prend soin de poser une ambiance, un ton. Par exemple, les chapitres commencent souvent sur un gros plan de quelque chose d'anodin, comme une grenouille dans une mare ou une cigale sur le tronc d'un arbre, avant de progressivement effectuer un lent zoom arrière afin de révéler graduellement ce qui va être le théâtre de l'action. Une fois de plus, cette mise en scène rappelle beaucoup le cinéma. Toujours concernant l'idée de rythme qui prend son temps, Kamimura nous propose également de longs moments muets, souvent en début de chapitre. Il utilise d'ailleurs assez peu d'onomatopées et s'attarde sur des sons qui pourraient paraître anecdotiques ou futiles, comme des soupirs ou le frottement des vêtements. Parfois contemplatif pour insuffler une certaine poésie, parfois plus descriptif et tangible pour poser le décor, le dessin prend le temps de construire et de poser des atmosphères, des ambiances, des lieux. Le passage du temps, que ce soit entre le jour et la nuit, ou les changements météorologiques, avec bien évidemment une prédilection pour les ambiances enneigées, seront également de la partie. Il y a une dynamique des éléments entre neige, pluie ou encore vent qui est très présente et rend les cases vivantes, organiques et mouvementées, comme pour contrebalancer tous ces autres moments beaucoup plus statiques. Non seulement tout cela montre le souci du détail qui transpire à chaque page, mais cela contribue également à nous plonger de façon très crédible dans cet univers. L'ensemble du dessin est servi par un pinceau très généreux qui rappelle les estampes, la peinture et même parfois le croquis, plus qu'un trait de bande dessinée attendu. On retrouve bien entendu ces fameux regards féminins en amande, toujours hypnotiques et presque félins, chers à Kamimura. Celui-ci sait également être audacieux dans la gestion de l'espace,
avec des angles de vue, on serait tenté de dire des angles de caméra d'ailleurs, placés à la verticale de l'action, ou encore de nombreux gros plans sur les visages et les regards pour intensifier la perception des sentiments et des réactions des personnages. Le dessinateur proposera aussi à plusieurs reprises des allégories visuelles brillantes, comme lorsque l'on verra un personnage se vider de son sang tandis qu'il est au centre d'un drapeau blanc. Et lorsque l'angle de vue prendra de la hauteur, on se rendra compte que ce linge blanc, avec cette tache rouge en son centre, ressemble alors à s'y méprendre au drapeau japonais. Ce qui devient amèrement ironique, puisque la victime est en train de mourir de ses blessures après avoir été accusée d'être un traître à la nation. En conclusion, je dirais que Lady Snowblood a été pour moi une lecture très marquante que je ne risque pas d'oublier. Cela faisait des mois que ce monolithe m'observait depuis ma bibliothèque, et j'avoue que ces 1400 pages ne m'invitaient pas forcément à attaquer la lecture. Mais une fois commencé, croyez-le ou non, il m'a fallu moins d'une semaine pour en venir à bout, nonobstant la quantité de texte non négligeable. Si je veux être très subjectif, pour moi c'est une œuvre qui est à placer parmi les plus grandes. Elle est le fruit d'un duo rêvé de créateurs qui semblent avoir eu un alignement des planètes joué en leur faveur et veillé sur leur œuvre. Personnellement, dans ma bibliothèque, je placerai ce livre à côté de ceux des Otomo, Kon, Taniguchi et autres Mizuki. Pour autant, je ne veux pas tomber dans le fanatisme aveugle, et je pense que le titre aurait gagné à être quelque peu différent. Par exemple, la nudité et la sexualité sont très présentes dans ces pages, et plusieurs fois, j'ai trouvé que l'héroïne se retrouve nue sans aucune raison valable. Autant cela est parfois justifié, car elle peut effectivement utiliser ses charmes pour endormir la suspicion de ses ennemis à son égard, autant parfois il me semble assez évident qu'elle se retrouve en tenue d'Ève, simplement pour faire briller l'œil du lecteur. Et c'est dommage parce que dans ces moments difficilement justifiables, cela contribue à dévaloriser l'image de l'héroïne qui par ailleurs est un personnage féminin très fort et indépendant et qui à aucun moment, justement, n'apparaît comme inférieur aux hommes. Ce qui est assez remarquable, autant pour l'époque du récit que pour celle de la publication du livre. On peut alors imaginer un cahier des charges qui exigeait une certaine dose de nudité. C'était possiblement le prix à payer à l'époque pour être publié dans ce genre de magazine. Et tant que nous sommes sur la thématique de l'image de la femme, quelque chose m'a vraiment fait sourire à la lecture de ce livre. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir une pensée pour nos chers journalistes stagiaires du Monde, de Combini et autres France Info, qui aiment dépeindre les mangas comme étant sexistes. Ce qui est assez ironique quand on constate à quel point, même dans les années 70, il existait déjà dans la BD nippone des personnages féminins forts, indépendants et indomptables tels que Lady Snowblood, qui passe son temps à pourfendre des hommes par paquet de 12. Le tout, écrit par un duo masculin, on n'aurait pas pu faire plus ironique. D'ailleurs, détail intéressant, malgré le fait qu'elle est censée également venger son père et son petit frère, leur souvenir est vite passé sous silence, elle n'en parle presque jamais, et sa vengeance, dédiée à sa mère, est bel et bien féminine. Elle n'est d'ailleurs pas le seul personnage féminin fort dans l'œuvre, et la majorité des personnages masculins a très souvent le rôle de méchant. Ce qui, pour moi, ne m'a absolument pas dérangé, car une fois de plus, nous avons ici un personnage très bien écrit, dont on comprend les motivations, et sa féminité n'est donc pas la raison de sa force. Il est donc dommage que nos chers Tintins en herbe ne voient pas plus loin que le bout de leur compte Twitter. Ils sont décidément passés à côté d'un très bon contre-exemple à leur argumentaire. Pour pinailler, mais toujours par souci d'exhaustivité, je dirais également que l'épilogue aurait pu gagner à être plus court. J'avoue que les 300 dernières pages ont été un peu moins prenantes, et sans rien vous gâcher de la lecture, je pense que l'œuvre aurait pu s'en passer, même si, bien sûr, c'est toujours agréable de rester le plus longtemps possible avec un personnage auquel on s'est attaché. En mot de la fin, et pour le dire très simplement, Lady Snowblood a été une claque pour moi, comme j'en ai rarement reçu. L'idée de vengeance
absolutiste qui pilote l'intrigue est simple et très efficace, et on est donc très vite emporté par le flot du récit. On veut absolument savoir si elle va retrouver ou non ces monstres qui ont gâché sa vie et détruit sa famille, et le fait d'avoir une narration non linéaire dans le temps est vraiment bien vu pour combattre la monotonie qui aurait pu s'installer dans un récit aussi long. Et le tout étant servi par le dessin toujours très séduisant, voire charnel, de Kamimura, il est vraiment difficile de faire la fine bouche.